La plateforme nationale des syndicats des fonctionnaires avait annoncé vendredi dernier la suspension de son mode de grève pour la reprise du travail. Et bien, ces choses faites, le travail a repris ce lundi 30 janvier sur l'ensemble du territoire ivoirien. Le 28e sommet de l'Union africaine en s'ouvre officiellement ce lundi à Addis Abeba en Éthiopie. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan participe au nom du chef de l'État Alassane Ouattara à ce sommet. Après la débâcle des éléphants de Côte d'Ivoire au premier tour de la CAN 2017, l'entraîneur Michel Dissué a démissionné. Il dit qu'il n'a pas trouvé la clé pour remettre les éléphants sur le bon chemin. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. À l'issue d'une assemblée générale tenue vendredi dernier à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, la plateforme nationale des syndicats des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire avait annoncé la suspension de son mode de grève. Et bien, le travail a repris ce lundi 30 janvier sur l'ensemble du territoire ivoirien. Rappelons que les fonctionnaires avaient entamé une grève du 9 au 13 janvier 2017. Cet arrêt de travail a été reconduit du 16 au 20 avant de reprendre du 23 au 27 janvier dernier. Deuxième grand titre de cette édition, le 28e sommet de l'Union africaine s'ouvre officiellement ce lundi à Addis Abeba en Éthiopie. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan participe au nom du chef de l'État Alassane Ouattara à ce sommet. Cette conférence sera marquée entre autres par l'élection du président et du vice-président de la Commission de l'Union africaine. Avant l'ouverture du sommet, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a eu des rencontres avec des autorités. Pour avoir réalisé 5 rapports d'évaluation au cours de l'année 2016, le MAEP se félicite de faire un bond en avant. Satisfecit exprimé lors de la réunion du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, tenue ce samedi en marge de la 28e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine dans la capitale éthiopienne. Présidée par le chef de l'État du Kenya, Uhuru Kenyatta, en sa qualité de président en exercice du MAEP, cette réunion a enregistré la participation du vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan à Addis Abeba pour représenter au sommet de l'UEA le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Une occasion pour lui d'indiquer que le gouvernement ivoirien adhère pleinement à la promotion de la bonne gouvernance. Excellence, Monsieur le Président, Uhuru Kenyatta, président de la République du Kenya, par votre implication personnelle et très dynamique, vous avez su conduire le MAEP, ce qui lui a permis, sans aucun doute, d'aboutir à une très forte adhésion de nos États au mécanisme et à la promotion de la bonne gouvernance en Afrique. S'agissant de la Côte d'Ivoire, notre pays, et dans le contexte de la mise en œuvre du MAEP, la Commission nationale de gouvernance a élaboré une stratégie de communication. Ce travail a été réalisé dans un processus inclusif, en collaboration avec toutes les parties prenantes, notamment les partis politiques, les organisations de la société civile et le secteur privé. La campagne de communication, de sensibilisation va se renforcer avec le lancement de la collecte d'informations descriptives et statistiques que mèneront les instituts techniques de recherche. Cela nous permettra d'amorcer la phase d'auto-évaluation de notre gouvernance. Enfin, conformément donc aux engagements pris par le président de la République, Alassane Ouattara, devant ses pairs le 29 janvier 2015, les moyens financiers appropriés sont donc dégagés pour permettre une mise en œuvre réussie du processus du MAEP en Côte d'Ivoire. Grâce au MAEP, les actions déjà entreprises, mais aussi et surtout grâce aux réformes structurelles et sectorielles déjà accomplies par la Côte d'Ivoire, ce pays a connu une croissance importante, en moyenne de 9% depuis 2012, donc sur les 5 dernières années. Le MAEP se veut un système spécialisé au sein de l'Union africaine. C'est à ce titre qu'il mène des activités qui visent à évaluer conformément à sa vocation les différents pays dans leur politique de gouvernance. Il prévoit de produire pour cette année 2017 environ 7 rapports d'évaluation. Jérôme Kofi Abolé, en marge également de ce sommet, la ministre Mariatou Koné, membre de la délégation du vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan, a pris part à une réunion consultative sur la condition de la femme. Retrouvons notre envoyé spécial Jérôme Kofi Abolé.
Cette rencontre a réuni partenaires au développement, organisations de la société civile, experts, organisations féminines et ministres. Des ministres qui, durant 2 jours, ont abordé les questions relatives à la condition et à l'autonomisation économique des femmes dans un monde du travail en pleine évolution. Thème de la 61e session de la Commission de la condition féminine qui se tiendra en mars 2017. Pour chacun des intervenants, il est nécessaire de lutter contre la discrimination faite aux femmes, la réalisation de leur statut, leur participation aux prises de décision, la facilitation de leur accès au crédit et au monde du travail. Plus d'engagement pour lutter contre l'inégalité, le mariage forcé, les problèmes fonciers, les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Maria Tokone, la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, a relevé les actions de grande envergure réalisées par la Côte d'Ivoire sous la houlette du président Alassane Ouattara. La question de la parité a été inscrite dans la loi fondamentale, dans la Constitution. Ça, c'est au niveau institutionnel. Au niveau financier, nous avons le FAFSI, le Fonds d'appui aux activités de la femme, sous la houlette de son Excellence Madame la Première Dame. Et puis au plan éducatif, nous avons également l'école obligatoire pour tous. Et donc tout cela, pour nous, ce sont des avancées qu'il faut présenter à l'Afrique, qui va parler d'une seule voix à New York. Elle a également lancé un appel à l'endroit du secteur privé pour une forte contribution en vue de l'autonomisation économique des femmes. Et c'était un commentaire d'Hamza Diaby. Revenons en Côte d'Ivoire et parlons de toute autre chose. 2 semaines après sa nomination, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale vient d'effectuer une tournée dans les états-majors de légion de la gendarmerie nationale des villes de Bouaké, de Korogo, de Daloa, de San Pedro et de Yamoussoukro. Une tournée qui a permis au général de brigade Nicolas Kwaku-Kouadio de s'imprégner des réalités du terrain à Boussanogo. Une tournée du général de brigade Kwaku-Kouadio Nicolas dans les états-majors de légion de la gendarmerie nationale. Et il s'agit notamment des villes de Korogo, Bouaké, Daloa, San Pedro et Yamoussoukro, où le nouveau commandant supérieur a rencontré ces hommes tous grades confondus, à l'effet de s'imprégner des réalités que vivent les gendarmes sur le terrain, afin d'y apporter des réponses idoines pour la bonne exécution du service. L'actualité du moment commande une sérénité totale. C'est un peu le message que nous sommes venus leur porter en leur demandant d'être sereins et surtout qu'il n'y a pas de rupture dans la chaîne de commandement et chaque fois que faire c'est peu, qui s'adressent à leur chef quand ils ne comprennent pas certaines situations. Très souvent, nous viendrons au contact. Au cours des échanges qu'il a eus avec les gendarmes dans ces différentes villes, le commandant supérieur les a exhortés à demeurer au service de la nation conformément à leur serment et à la devise de la gendarmerie nationale, à savoir pro patria, pro lege, pour la patrie, pour la loi. Message bien reçu par les gendarmes qui se sont engagés à relever tous les défis futurs et à suivre à la lettre les instructions de leur chef pour la protection des personnes, des biens et des institutions de la République. Avant sa visite à l'intérieur du pays, le général de brigade Kwaku-Kouadio Nicolas a rencontré les gendarmes de la place d'Abidjan à qui il a également donné sa vision du commandement ainsi que les directives nécessaires pour l'accomplissement des missions quotidiennes et pour le rayonnement de l'armée. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a annoncé qu'il visitera très bientôt toutes les autres unités afin de toucher au plus près les réalités du terrain et rester au contact de la troupe. En fin de mission en Côte d'Ivoire, l'ONUCI, à travers la police des Nations Unies, a transmis l'ensemble de ces mallettes pédagogiques à la police nationale de Côte d'Ivoire. Ces mallettes contiennent essentiellement des modules conçus sur la base des branches de la police, à savoir la police administrative et judiciaire et des cours relatifs à l'information, à l'éthique et à la déontologie à Boussanogo. La police des opérations des Nations Unies remet sa mallette pédagogique à la police ivoirienne. Ces mallettes contiennent essentiellement des modules conçus sur la base des 2 grandes branches de la police, à savoir la police administrative et la police judiciaire. À ces branches sont ajoutés des cours relatifs à l'informatique, au management, à l'éthique et à la déontologie.
Cette remise des outils de formation à la police ivoirienne s'est faite conformément à la résolution 2284 du Conseil de sécurité, dont l'une des recommandations est le transfert des activités résiduelles à l'équipe pays ainsi qu'à l'État ivoirien. Cette action se situe dans le cadre du projet d'appui au renforcement de la formation continue. Au nom de l'Agence japonaise de coopération internationale, Imura Tsutomu a assuré que l'engagement de son organisation aux côtés de la police ivoirienne et de ses partenaires s'inscrit dans la continuité des précédentes initiatives dans le cadre de la formation continue avec à la clé près de 3900 fonctionnaires de police formés durant la période 2013 à 2015. Quant au représentant du directeur général de la police nationale, il a marqué tout l'intérêt de la hiérarchie de la police pour une formation de qualité des fonctionnaires de police ivoiriens. Ce projet est la contribution du PNUD et de ses partenaires. Il sera mis en œuvre sur une période couvrant 3 années. Le consortium ivoiro-italien CRS Synergie Holding a lancé samedi à Daoukro, capitale de la région de Lifou, un vaste projet énergétique de construction de 3 centrales de production d'énergie dans les localités de Daoukro, d'Assini et de Kotobi. Ce gigantesque projet coûtera un peu plus de 1000 milliards de francs CFA. Il a été lancé en présence du président Aimé Konan Bédié. Lanciné Bakayeko Adama Kodé. Pour une Côte d'Ivoire qui inscrit le mix énergétique au cœur de son ambition de devenir le hub sous-régional en matière de production et de fourniture d'électricité en Afrique, ce projet de construction de centrales solaires photovoltaïques et thermiques à biomasse est une voie éclairée vers l'atteinte de ses objectifs. C'est la naissance d'une société de production d'énergie par énergie solaire. La journée, l'énergie solaire photovoltaïque et en soirée, la production alternée qui est la production thermique alimentée au biogaz, au biodiesel et à la biomasse. Localité choisie, Daoukro, Kotobi et Assini. Devant générer plus de 1000 emplois, le projet porte sur la production d'énergie renouvelable, notamment l'énergie thermique à biomasse de 350 MW et l'énergie éolienne ou photovoltaïque de 300 MW également. Plus de 1000 milliards d'investissements sont à mobiliser pour la réalisation et les bailleurs de fonds se disent prêts. Le projet a bénéficié de l'appui de plusieurs bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds de la Corée, de l'Afrique du Sud et des bailleurs de fonds français. Et ces 1050 milliards de francs CFA sont déjà disponibles. Le projet, dont les travaux s'étaleront de 6 à 36 mois, prévoit d'importantes autres infrastructures socio-économiques, culturelles ou d'éducation physique et sportive d'appoint, notamment des écoles, des centres de santé et 600 logements pour les employés. Le conseil municipal de Bingerville a décidé de mettre en circulation des taxis communaux modernes. Les habitants de Bingerville pourront ainsi se déplacer plus aisément. Adrienne Grasse-Kando. La commune de Bingerville dispose désormais de taxis communaux modernes. Avec 300 francs CFA, les populations pourront rallier Bingerville à Abata. L'opération de ce jour, c'est de donner le coup d'envoi d'un nouveau type de taxi conduits par des Bingervillois dans des tenues agréables, des voitures climatisées. Ce lancement nous impose aussi à l'entretien des voiries pour que ces véhicules puissent circuler et aller dans tous les quartiers. Pour cette première expérience, ce sont 4 taxis qui sont mis en circulation, un nouveau mode de déplacement que les administrés de Bingerville apprécient. Il n'y avait pas de taxi, c'était Woroworo. Donc on est en baisse, et voilà les Woroworo. Donc vraiment le maire a bien vu, il a donné creux, je lui dis merci. En plus de ces taxis baptisés Jojo, le maire Beugre Dioman a plusieurs chantiers à réaliser cette année 2017. La reconstruction du grand marché de Bingerville que nous appelons Adjegonko, marché qui doit servir à Bingerville et également à toute la zone de la Riviera jusqu'à Riviera Palmeraie. Ensuite, il y a le bitumage des axes principaux de la ville pour désengorger l'axe principal. La construction des centres de santé dans les villages pour apporter les structures sanitaires à proximité. Une subvention de 45 millions de francs CFA sera aussi octroyée aux jeunes de Bingerville par le conseil municipal. Un montant destiné à la réalisation de leur projet.
Autre action à mener, l'installation de feux tricolores dans la commune. Abi est un village du département d'Aboisseau. Nous sommes dans la région du sud de Komoué. Dans ce village, il existe un bateau symbole d'union et de développement. Et selon les notables, ce bateau sort uniquement lors de grands événements dans le village. Découvrons ce bateau avec Godfrey Okambawa et Wilfried Herman Djivé. Abi, paisible village de près de 5000 âmes, est situé à quelques encablures d'Aboisseau en bordure lagunaire. La star de ce courant d'eau lagunaire, c'est cette pirogue. On l'appelle le bateau de génération Félix Houphouët-Boigny. Nous avons fait la mise en eau depuis 1973 et elle porte le nom pirogue de génération Félix Houphouët-Boigny. Avant les temps coloniaux, c'était des pirogues pour se déplacer et puis faire des guerres. Un peu partout en Afrique comme en Europe, c'était les périodes de conquête. Et nos premiers parents qui ont utilisé ces périodes, c'était pour des guerres. Après la période coloniale, c'est passé maintenant à faire des parades nautiques. Ce bateau serait donc un symbole d'union et de développement pour tout le village. On ne l'aperçoit sur les eaux que pendant les grands événements. C'est à l'occasion des grands événements. Lorsque le village décide que c'est un grand événement, alors on fait sortir la pirogue de génération. C'est un sens d'union, ce symbolisme des rameurs. Ils rament dans la même direction. Tous les Ivoiriens doivent ramer dans la même direction pour obtenir le développement du pays. 40 mètres de long pour 1,30 m de largeur et 1,50 m de profondeur. Le bateau de génération Félix Houphouët-Boigny reste l'une des principales attractions du village d'Abi et en fait sa fierté. Autre sujet dans cette édition, un concert dénommé Bonne Année en Zouglo s'est déroulé le samedi dernier au Palais de la Culture de Treichville. Ce spectacle a été une occasion pour plusieurs artistes de ce genre musical de communier avec leur fan Issaïeo Tchodan. Du Zouglo au Palais de la Culture de Treichville avec les meilleurs artistes du moment pour souhaiter la bonne année à tous les mélomanes. Un public chaleureux et enthousiaste qui ne s'est pas fait plier pour remplir l'esplanade du Palais de la Culture devenu pour le temps du concert le Temple du Zouglo. La première édition du concert dénommé Bonne Année en Zouglo a tenu toutes ses promesses. Moment idéal pour Yedo et Siro de communier avec leurs fans. Les patrons ont confirmé leur talent du moment. Le mercure montre à l'annonce de Petit Denis. L'enfant de Batanicro démontre qu'il reste un cran du Zouglo en Côte d'Ivoire. Je trouve la bien génial, vraiment génial. C'est une musique qui est née dans le peuple, c'est une musique qui appartient au peuple. Et chaque fois qu'il y a un mouvement Zouglou, voilà, le public le rend bien. Nous sommes heureux qu'après les événements qu'on a connus ces jours-ci, les Oiens puissent se retrouver en grand nombre pour fêter et libérer dans le Zouglou. Ce spectacle a été l'occasion pour 7 artistes Zouglou de chanter et de communier avec leurs nombreux fans. En attendant la deuxième édition du festival prévue en début d'année prochaine. Toujours en culture, le festival des arts et de la culture Agni s'est déroulé à Tiassalech dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Cette année, le festival a mis un accent particulier sur le dialogue des cultures et le vivre ensemble, d'où le thème culture et cohésion sociale. Retrouvons Issaïeo Tchodan. Grande mobilisation à Tiassalech pour cette 4e édition du Festagni, Festival des arts et de la culture Agni. Pour ce 4e rendez-vous de la valorisation de la culture à Caen, danse et témoignages ont meublé la manifestation. Placée sous le thème culture et cohésion sociale, cette 4e édition du Festagni a été l'occasion, une fois de plus pour le commissaire général du festival, Eric Ané, d'indiquer que le festival se veut une rencontre des spécificités culturelles et favorise le dialogue des cultures. Pour l'ancien ministre Edjan Pantiemele,
Le Festani a été créé pour valoriser la cohésion et la solidarité. Nous avons des valeurs qui sous-tendent cette société ANI et ces valeurs sont composées de l'accueil de l'autre, de l'acceptation de l'autre, de la fraternisation avec les autres. Voilà. Et quand nous disons cela, nous tendons la main à toutes les régions de Côte d'Ivoire. Il a profité de ce festival pour exhorter tous les peuples de la Côte d'Ivoire à œuvrer pour le vivre ensemble. Une conférence a été organisée par la Fédération pour la paix universelle section Côte d'Ivoire. Objectif, véhiculer un message capable de parler au cœur des uns et des autres. D'où le thème « Comment on fait la paix dans une nation en construction » perpétuellement Isaïe Ochona. Comment on fait la paix dans une nation en construction? Ce thème est développé ici par le président national de la Fédération pour la paix, Chairman Akasaye Lazare. Pendant 1 heure de temps, le conférencier a invité les Ivoiriens à servir leur entourage et leur nation dans un esprit de sacrifice. Il faut que tous les Ivoiriens considèrent la paix comme une cause nationale qui nous mobilise tous. Ce n'est pas l'affaire des gouvernants, c'est l'affaire de tous. Chacun doit se considérer comme un disciple de la paix. Parce que c'est la paix qui permet d'abord à l'individu d'avoir la stabilité dans sa famille. Donc l'individu doit donc chercher à devenir un homme ou une femme de paix. C'est vraiment le point de départ. Et ensuite, la famille, qui est le socle de la nation. Il faut que nos familles deviennent des familles de paix, où règne l'harmonie entre mari et femme et entre parents et enfants. Dans une société, si la famille n'est pas en paix, la nation a beau être une nation prospère, elle ne connaîtra jamais la paix. Un message bien compris par les ambassadeurs de la paix qui sont venus prendre part à la conférence. L'initiative des ambassadeurs de paix a été lancée en 2001 et a permis de former le réseau le plus varié au monde. Ces artisans de paix favorisent la réconciliation, surmontent les barrières et bâtissent la paix. À l'initiative des autorités administratives et religieuses de Bandoukou, des cérémonies de prière ont été organisées dans les églises et mosquées de la ville. Des prières pour que la paix et la cohésion sociale se consolident dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Le 68e anniversaire de la République de l'Inde a été célébré jeudi dernier ici à Abidjan, à la résidence de l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire. Une célébration au cours de laquelle l'on a rappelé les projets de coopération qui unissent l'Inde et la Côte d'Ivoire. Emmanuela Gabriel Zadi. Un toast en fin de 2 discours pleins d'engagement pour célébrer les 68 ans de la Constitution indienne. Nous avons promis de promouvoir la fraternité, la dignité de l'individu, l'unité et l'intégrité de la nation. L'occasion d'aujourd'hui est très spéciale pour nous. C'est une occasion associée à un sentiment de fierté, d'introspection et d'optimisme. Dans son discours à la nation, le président de l'Inde, son Excellence Pranab Mukherjee, a expliqué ses aspects. Le président a particulièrement insisté sur la nécessité de travailler plus fort que jamais dans cette tâche résolument compétitive pour racheter les promesses que nous faisions à nous-mêmes et à notre peuple. L'Inde compte aujourd'hui 1,3 milliard d'habitants. Le pays est le 2e grand réservoir de personnel scientifique, la 3e armée et enfin la 10e plus grande puissance industrielle dans le monde, pour ne citer que ces exemples de progrès. La Côte d'Ivoire est un partenaire principal dans ce succès. Le chiffre d'affaires de l'année dernière entre les deux pays était d'environ 450 milliards de francs CFA. Je puis vous assurer pour ma part de la disponibilité du gouvernement ivoirien à vous accompagner dans l'accomplissement de votre noble mission et à œuvrer toujours de concert avec le gouvernement indien, tant sur le plan bilatéral que sur le plan multilatéral, pour l'affermissement des relations entre les deux pays. Entre la Côte d'Ivoire et l'Inde, de grands pas de coopération ont été faits. En l'occurrence, la présence à Abidjan de Pranab Mukherjee, le président indien, en juin 2016, et la tenue en octobre dernier à New Delhi, dans la capitale indienne, de la réunion de la commission mixte Inde-Côte d'Ivoire. À cette célébration, à la résidence du diplomate indien,
La Côte d'Ivoire et l'Inde viennent de démontrer leur volonté de conserver leurs alliances. En France, Benoît Hamon a remporté hier dimanche l'investiture socialiste pour la présidentielle d'avril-mai, devançant l'ancien Premier ministre Manuel Valls lors du second tour de la primaire de la gauche. Il a obtenu plus de 58% des voix contre 41% pour l'ancien Premier ministre Manuel Valls, qui l'a félicité après sa défaite. Autre titre de cette édition, l'entraîneur des éléphants Michel Desuyer a démissionné après la débâcle des éléphants de Côte d'Ivoire au premier tour de la CAN 2017. Il dit qu'il n'a pas trouvé la clé pour remettre les éléphants sur le bon chemin. Communiqué de la Fédération ivoirienne de football. Le président de la Fédération ivoirienne de football porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale qu'au retour de la CAN Gabon 2017, M. Desuyer Michel, sélectionneur de l'équipe nationale A, les éléphants, a donné sa démission. Après consultation du comité d'urgence de la FIF, le président de la fédération a pris acte de la décision de M. Desuyer Michel. Le président de la Fédération ivoirienne et le comité exécutif tiennent à exprimer leur remerciement à M. Michel Desuyer pour le travail effectué à la tête de l'encadrement technique des éléphants depuis 18 mois. Il salue sa qualité humaine, son engagement, son professionnalisme, son humilité et sa discrétion. Le président de la Fédération ivoirienne de football tient à rassurer l'opinion publique que les mesures idoines seront prises afin de pourvoir à son remplacement. Je suis conscient de la déception que cela a pu engendrer chez tous les Ivoiriens, mais il faut qu'ils sachent aussi que moi je suis extrêmement déçu. Quand un objectif n'est pas atteint, cela me touche et je n'aime pas décevoir. Le fait est, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas trouvé les clés pour remettre cette équipe sur une bonne dynamique. Nous étions sur une très bonne dynamique par rapport aux dernières sorties. Nous avons fait un bon stage à Abu Dhabi, ponctué de 2 matchs amicaux intéressants. Et j'ai ressenti une cassure quand on est arrivé à OIM. Depuis, j'essaye de m'expliquer cette cassure. J'en ai discuté aussi avec les membres du comité exécutif quand on s'est réunis, en évoquant quelques pistes, mais c'est difficile pour moi encore de cerner véritablement ce qui peut expliquer cette cassure à notre arrivée à OIM. Je l'ai senti immédiatement et j'ai alerté les joueurs à la veille du match contre le Togo. Mais sur ces 3 matchs, je n'ai pas pu retrouver mon équipe. Et moi-même, je ne suis pas parvenu à redynamiser, à redonner un élan à cette équipe. Après, vous savez comme moi, les matchs se jouent quelquefois à pas grand-chose. Des détails font des différences. Les quarts de finale de la CAN 2017, hier, l'Égypte, qui n'a toujours pas encaissé de but, a battu le Maroc par 1-0. Le but est intervenu à la 87e minute de jeu sur corner suite à un cafouillage dans la défense marocaine. Le Ghana sera au rendez-vous des demi-finales de la CAN 2017 grâce à sa victoire contre la République démocratique du Congo par 2-1. C'était hier dimanche également. Et toutes les affiches des demi-finales sont donc connues. Le Burkina Faso va jouer contre l'Égypte, ce sera mercredi à Libreville. Et le Cameroun va jouer contre le Ghana jeudi à Franceville. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.